à toutes et tous ou bonjour à celles ou ceux qui nous rejoindraient à cette heure de l'après-midi pour notre quatrième et ultime table ronde thématique de cette journée consacrée à la Saône. Comme vous le savez, ça sonne un événement important à l'occasion duquel s'expriment un certain nombre d'élus ou d'experts sur les différents sujets que nous évoquons depuis ce matin. Après avoir évoqué la quantité d'eau en matière concernant la Saône, la qualité de l'eau de la Saône également, nous venons d'exposer un certain nombre d'arguments récemment sur la table ronde précédente concernant les ressources naturelles et patrimoniales. Et nous allons terminer cette journée avec cette quatrième table ronde consacrée au développement et à l'aménagement du Val-de-Saône. En sous-titre proposé par nos organisateurs, aménager durablement le Val-de-Saône, sommes-nous tous d'accord? C'est ce que nous allons pouvoir évoquer ensemble, Madame, Messieurs, sur ce sujet, avec en présent parmi nous Monsieur Alain Roussel, qui est président de la communauté de communes de Vosges côté sud-ouest, sauf erreur, voilà. Excusez-moi si j'ai écorché le nom de votre communauté de communes, mais vous y reviendrez. Madame Isabelle Coron-Peintre, qui est directrice de Côte d'Or Tourisme. Monsieur Nicolas Perrin, qui est président de l'association des pêcheurs professionnels en eau douce de la Saône, du Doubs et du Haut-Rhône, un grand secteur aussi dont évidemment la Saône est en position, dans lequel la Saône est en position centrale. Monsieur Hugo Dananché, qui est membre de la Chambre d'agriculture de l'Ain, département où vous êtes éleveur de bovins, sauf erreur. Monsieur Bernard Pichet, qui est administrateur et président de l'APPMA d'Ormes, l'association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique, ici en Saône-et-Loire. Et enfin, monsieur Nicolas Chartres, qui est directeur du développement de Voies navigables de France, VNF. Bien sûr, déjà représenté depuis ce matin par certains de vos collègues sur les autres sujets. Alors, le territoire qui nous intéresse, comme vous le savez, tout au long de la Saône est majoritairement rural, mais la Saône et sa vallée inondable constituent un atout pour d'autres secteurs d'activité, et qui sont nombreux. La navigation, l'agriculture, déjà largement évoquée, la pêche également, l'industrie, le tourisme, l'extraction de granulats, etc. Et d'autres activités encore, j'en oublie probablement. Le développement du Val-de-Saône doit donc concilier ces différents usages avec tous les conflits qui peuvent apparaître en respectant les enjeux de qualité, de quantité d'eau et de préservation de la biodiversité comme nous l'avons vu jusqu'à présent. C'est ce dont nous discuterons avec vous, mais pour introduire, comme nous l'avons fait pour les autres tables rondes, pour introduire plus concrètement encore cette table ronde, une présentation succincte des principaux sujets liés à cette thématique va nous être proposée par Cédric Borget, directeur de l'EPTB Saône-et-Doubs. Cédric, c'est à vous. Merci. Donc pour cela, je vais m'appuyer sur un petit diaporama où on va essayer de vous présenter en quelques minutes, pour faire court, les principaux usages que vous avez déjà énoncés, qui dépendent de l'aménagement du Val-de-Saône ou qui justifient, qui nécessitent certains de ces aménagements. Donc la Saône est une vallée aménagée depuis très longtemps en raison du fait qu'elle est un axe de communication à l'échelle européenne et également un axe de transport depuis de nombreux siècles. C'est aussi une vallée alluviale fertile et source de diversité. Donc vous voyez, l'occupation des sols de cette vallée se répartit, on l'a déjà dit plusieurs fois ce matin, de la manière suivante, avec plus de la moitié qui est dédiée à l'agriculture sous forme de prairies et de culture également. C'est des chiffres qui datent de 2010, donc on devrait mettre à jour, mais qui ont très peu évolué. Alors je vais vous présenter les 5 usages différents. L'agriculture, alors il n'y a pas d'ordre de hiérarchie, mais c'est les différents usages en lien avec l'aménagement. Donc l'agriculture, on en a parlé depuis ce matin, plus de 1300 exploitations agricoles sur le Val-de-Saône. Principalement 3 types de pratiques, les grandes cultures, les prairies de fauche ou de pâture et le maraîchage, chacune avec des exigences en matière de type de sol, de qualité de l'eau et des impacts également d'un autre côté. Une particularité sur cet aspect agricole avec les 3 départements aval qui bénéficient de protection sous forme de petites digues agricoles. Il en a été question ce matin, qu'on appelle aussi des casiers, construites au 19e siècle. Deuxième usage important, la navigation, donc avec des aménagements depuis le 19e siècle aussi, des recalibrages, des rectifications, la création de biefs, puisque pour pouvoir naviguer une rivière, il faut un tirant d'eau suffisant, et ce tout au long de l'année. Je ne vais pas parler à la place de VNF, mais donner quelques grands chiffres. La navigation, c'est sur la petite Saône, la partie amont, 22 ouvrages de navigation ou barrages, et sur la partie aval, Grande Saône, à grand gabarit, 5 gros ouvrages à clapet avec des écluses associées. Les 3 principaux usages, le fret, le transport de passagers et le transport de plaisance,
et pour eux aussi des impacts et des exigences différentes. Troisième usage qui se développe de plus en plus, le tourisme, puisque le Val-de-Saône, c'est un lieu de patrimoine naturel et architectural qui se visite, et de plus en plus, donc on a le tourisme fluvial déjà bien implanté depuis de nombreuses années, le développement d'activités nautiques qui se diversifient, et la Voie bleue qui, depuis maintenant 2-3 ans, amène un flot de touristes important et qui est en train de se compléter sur le dernier département, sur le département de l'Ain, puisque les dernières jonctions sont en train de se faire. Quatrième usage, il en a déjà été question tout à l'heure, la pêche, avec une dualité entre la pêche de loisirs et la pêche professionnelle. Simplement, voilà, quelques chiffres. Pour la pêche professionnelle, 18 pêcheries, 70 000 portions d'ablettes de Saône vendues à la restauration. Et pour la pêche de loisirs, je ne vais pas rentrer dans la description des différentes espèces, mais une distinction peut-être entre la partie aval et la partie amont de la Saône, qui est classée en première catégorie avec des types de populations piscicoles un petit peu différentes. Et enfin, les derniers usages, pas par ordre de priorité, l'industrie et la gravière, donc l'exploitation de matériaux. Vous voyez les illustrations sur les diapositives. L'activité industrielle est désormais liée surtout aux axes d'échange. Pendant un moment, on avait de grosses usines implantées au sein des grandes agglomérations du Val-de-Saône. Aujourd'hui, c'est surtout la proximité des grands axes de transport fluvial et routier qui continue à attirer cette activité industrielle. Il y a 325 installations classées pour l'environnement sur le Val-de-Saône, et les gravières en font partie avec, depuis maintenant plusieurs décennies, l'interdiction d'extraire les graviers directement dans le lit mineur, et donc le développement de gravières, donc ces plans d'eau dans le lit majeur, avec des impacts liés, mais aussi après une manière de les réaménager, et voilà, des choses à faire dans ce domaine. Voilà, c'est les 5 enjeux qu'on voulait balayer rapidement avec cette entrée en matière. Merci beaucoup Cédric pour cette entrée en matière, comme nous l'avons fait pour les autres tables rondes. Cette illustration qui nous permet de rentrer dans le vif du sujet. Je vais commencer avec Monsieur Roussel, si vous le voulez bien. Alors, ce n'est pas spécialement pour aller de l'amont à l'aval, mais il s'avère que vous représentez plutôt l'amont de la Saône, où vous êtes président d'une communauté de communes des Vosges, par ailleurs maire de votre propre commune, de Clodon, et aussi vice-président de votre département, sauf erreur. Or, la Saône des Vosges, que vous connaissez bien, n'a pas vraiment la même physionomie que la plaine alluviale que l'on connaît plus à l'aval et dans laquelle nous nous trouvons, comme ici à Châlons. Alors, quelles sont ces caractéristiques à cette Vosges amont et quels sont ses attraits particuliers dans cette partie de son cours? Oui, effectivement, la Saône dans les Vosges, bon, elle prend sa source. Elle est déjà principalement en milieu forestier, hein, donc un petit ruisseau au milieu forestier. Je le dis régulièrement et ça surprend dans les réunions autour de la Saône. Parfois, la Saône l'été ne coule plus. La source ne coule plus. Ensuite, elle emprunte un gros secteur forestier, puisque nous sommes dans la forêt de Darney. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir. Forêt de Darney qui a été avant les différentes tornades, hein, puisqu'on a eu une forte tornade en 84. Et une tornade en 99. La tempête de 99, ouais. La fameuse tempête. Mais pour nous, on était beaucoup plus touchés par celle de 84 que 99. Que 99. Et donc une des plus belles forêts de feuillus de France, de chênes en particulier. Donc elle traverse cette forêt pour ensuite avoir une vallée tranquille avec beaucoup d'espaces agricoles, alors qui étaient préalablement des prairies devenues parfois des cultures de maïs, et bordés de petits villages qui dominent en général la vallée de la Saône. Donc paysage très bucolique dans un secteur très rural, puisque notre communauté de communes, composée de 60 communes pour 12 000 habitants, hein, donc une densité de 17, donc est très rural par définition, et doit travailler sur ses atouts, et la Saône en fait partie. Et quel type d'atouts, justement, mettez-vous en valeur pour peu que ce soit, possible dans certaines conditions, comme je l'imagine, vous l'avez dit, il y a un certain nombre de limites, j'imagine, en termes de capacité d'accueil, etc. Mais il y a quand même un certain nombre d'activités qui s'y déroulent, qui s'y tiennent. Oui, alors effectivement, on a des activités
traditionnelles, des entreprises liées au savoir-faire du secteur, liées à la tradition forestière également. On a la plus ancienne verrerie d'art de France qui est dans le territoire. On a une fabrique de mérins américaine implantée dans le territoire aussi, qui, plus que la main-d'œuvre, voire plus que les chênes locaux, essaie de profiter du climat pour y stocker dans de très bonnes conditions ces chênes en extérieur. On a des petites entreprises de ce type-là, et puis on est en train de travailler actuellement, on a travaillé longtemps sur un projet de parc naturel régional qui n'a pas abouti, et on travaille actuellement sur la labellisation forêt d'exception, forêt de Darney, forêt d'exception, parce que c'est aujourd'hui on est dans une période où les maisons se vendent très bien, comme dans beaucoup de secteurs ruraux. Beaucoup de personnes ont envie de venir dans notre territoire. Donc on essaie de valoriser l'habitat qui existe, qui est parfois en mauvais état, voire en très mauvais état. En déshérence pour certains. Complètement en déshérence dans certains villages. Donc on travaille sur ces sujets-là beaucoup. Et la forêt, la Saône et ses affluents, parce qu'on a à peu près 50 petits ruisseaux qui vont dans la Saône chez nous. Donc toute cette diversité paysagère fait de ce territoire un atout pour ce territoire. Merci Monsieur Roussel, Madame Coron-Peintre. On continue un petit peu plus à l'aval dans un périmètre, celui de la Côte d'Or que vous connaissez bien, où l'attrait touristique évidemment n'est plus à démontrer, qui est lié à ces territoires qui entourent le Val-de-Saône, avec tous ces vignobles bourguignons, le terroir jurassien, les très belles villes, dont celle de Dijon pour ne pas la nommer, qui participent de cet attrait touristique général, voire d'une identité particulière pour le Val-de-Saône. Et si tel est le cas, comment est-ce qu'il se traduit selon vous? Quels sont les lieux prisés? Par quel type de public? Voilà, pour avoir une photographie. Je ne doute pas que nous avons parmi nos participants et participantes un certain nombre de personnes qui habitent ces territoires et donc qui les connaissent bien, mais je dirais pour les plus curieux d'entre eux et ceux qui ne seraient pas de la région, je vous laisse nous en dire un peu plus. Tout à fait, je vous remercie. Écoutez, oui, le Val-de-Saône et la Saône a une identité et des attraits touristiques, c'est incontestable. Et bien naturellement, comme partout en France, je dirais, il y a des choses à faire valoir le long de l'itinéraire, que ce soit en termes de destination ou justement d'itinérance, puisqu'on va le voir, c'est aussi un territoire d'itinérance. Le but, c'est pas d'opposer les destinations entre elles. Vous avez évoqué le vignoble, par exemple, ou le Jura, mais plutôt de jouer la complémentarité entre les destinations, les territoires, et de se renvoyer les clientèles, d'irriguer, le terme est approprié, l'ensemble des territoires alentours. Donc je dirais que la Saône et le Val-de-Saône, en tout cas en Côte d'Or, a vraiment une vraie carte à jouer, notamment, vous l'avez évoqué, par la navigation, puisqu'on a de nombreuses possibilités d'activités nautiques, alors bien évidemment le fluvial jusqu'au paquebot, je dirais, lorsque c'est possible en termes de gabarit, mais également les bateaux promenades, les péniches à la location à la semaine, au week-end ou même parfois en court séjour, et puis les barques électriques, les plus petites embarcations. Donc je dirais que c'est très très diversifié. Tout ça se diversifie. Il y a un véritable intérêt pour l'eau, pour la nature, pour cette recherche d'être dans un environnement préservé aussi. Et on l'a encore plus vu ces 2 dernières années du fait qu'on ne pouvait pas forcément aller très loin, et les habitants se sont réappropriés aussi le territoire. Et véritablement, l'eau, de toute façon, donne déjà une coloration, je dirais, vacances-loisirs, sur laquelle on peut tout à fait capitaliser. Alors, au-delà de la navigation, bien évidemment, il y a tout l'écosystème associé, les ports, les écluses, qui donnent aussi à voir aux touristes ou aux habitants ou aux excursionnistes, puisque les publics sont assez larges. Et il y a tout un volet de médiation qui nécessite d'être conduit. Alors, le tourisme est très transversal. Il associe à la fois véritablement des activités spécifiques, mais il touche à la culture, il touche à la gastronomie, il touche aux hommes, au savoir-faire aussi. Et c'est tout ça qu'on se doit de mettre en musique. Vous avez évoqué en introduction la Voie bleue. Du Luxembourg à la métropole de Lyon.
c'est vraiment un sujet, le Fluvestre, qui est, je dirais, un axe de développement touristique important, puisqu'il allie à la fois la voie d'eau et puis la mobilité douce dans une optique d'itinérance qui permet de découvrir, je dirais, de la Moselle en passant par les Vosges jusqu'à Lyon. Et ce Fluvestre, c'est vraiment un atout sur lequel on veut capitaliser. Et c'est peut-être un axe de développement. Qui est un véritable axe de développement. Alors en Côte d'Or, mais également au national, voire en Europe, puisqu'il y a des schémas en France et en Europe qui permettent de connecter les véloroutes entre elles. Et puis, l'intérêt des véloroutes et des voies vertes, c'est qu'elles peuvent attirer différents publics, des gens qui souhaitent découvrir un itinéraire dans toute sa longueur sur plusieurs jours, évidemment, mais également des clientèles plus locales, y compris des habitants qui reçoivent de la famille et des amis, et qui peuvent tout à fait découvrir une boucle ou un secteur de la Saône. Donc c'est vraiment un axe de développement majeur et qui concerne pour le coup toutes les collectivités, les acteurs touristiques et les habitants. Merci pour ces propos. On sent bien qu'il y a beaucoup de transversalité entre divers centres d'intérêt, si je puis dire. Monsieur Charles, je vais venir vers vous dans un instant parce qu'évidemment, vous êtes concerné ou partie prenante à un moment donné. On vient de parler des voies cyclables, du tourisme fluvestre ou fluvial, etc. Évidemment, vous nous direz comment vous vous inscrivez dans cet ensemble. Mais je vous propose de passer par la pêche que nous avons déjà évoquée dans la table ronde précédente. Cette fois-ci, non plus avec la pêche de loisirs, mais la pêche professionnelle, représentée par Monsieur Perrin, Nicolas Perrin, qui est président de l'association des pêcheurs professionnels en eau douce de la Saône, du Doubs et du Haut-Rhône. Tout à l'heure, Cédric Borgé, dans son introduction, évoquait 18 pêcheries. Alors, je ne sais pas si ça veut dire qu'il y a 18 pêcheurs professionnels ou est-ce qu'il y a d'autres emplois derrière. Qu'est-ce que ça représente exactement, votre profession ? Déjà, je commencerai un petit peu par redéfinir un peu la pêche professionnelle. Donc la pêche professionnelle, elle est encadrée par un cahier des charges qui est strict, qui est établi par les 3 modes de pêche, donc la pêche amateur aux engins, la pêche de loisirs et la pêche professionnelle, supervisée par l'État, la DDT. Donc voilà. Après, donc, dans 18 pêcheries, donc en règle générale, c'est toutes des entreprises qui sont à taille humaine. Il y a environ un seul et unique pêcheur par pêcherie. D'accord. Après, au niveau de la consommation de nos différents poissons, donc qui sont vendus en circuit court, majoritairement au niveau de la restauration. Et on va dire que la blette représente 80% des chiffres d'affaires pour nos pêcheries. C'est le premier débouché. C'est le premier débouché. Et exactement. les autres, juste pour notre gouverne, pour information, quel type d'espèces vous pêchez également ? Après, l'ensemble des espèces sur le milieu est pêché, la brème, la carpe, le silure, le brochet, le cendre. Le brochet un peu moins parce qu'il est moins présent à l'heure actuelle sur le milieu, dû aux frayères qui sont sérieusement détériorées. Voilà. Merci Monsieur Perrin, mais je vous laisserai intervenir de nouveau si vous le souhaitez pour exprimer aussi la place que vous envisagez dans le développement, dans l'aménagement futur tout au long de la Saône. Alors Monsieur Chartres, comme je vous l'ai invité, je vous propose de nous dire pour commencer quelques mots sur les projets d'aménagement éventuellement de la voie d'eau dans les années à venir qui peuvent contribuer à ce développement économique, touristique et pour toutes les activités connexes. Vous avez un rôle particulier en la matière. Alors oui, effectivement, vous employez le mot développement. Pour nous, c'est vraiment le développement durable du territoire. Effectivement, nous ne sommes plus dans une période de grand aménagement, de transformation, je dirais, de la Saône. On est plutôt dans une période où on cherche à en retirer tous les profits pour les territoires. On travaille sur 2 sujets principaux. Bien sûr, c'est le développement du transport de fret, qui est un transport qui est vertueux d'un certain point de vue, dans le sens qu'il dégage moins de CO2 et consomme moins d'énergie que la route, environ 5 fois moins. Et puis, ça a déjà été évoqué, effectivement, le développement du tourisme fluvial, qui sont nos 2 sujets principaux, et un développement qui ne peut se faire qu'en partenariat avec les collectivités. C'est le cas sur la Saône, mais c'est le cas ailleurs. Alors si je reviens peut-être sur ces 2 sujets, sur la Saône, vous avez 4 grands ports, je dirais, sur la Saône, à Pagny, à Châlons, à Mâcon et à Villefranche, en descendant la rivière. Ce sont 2 outils de développement économique importants pour les 2 régions, que ce soit la région Bourgogne-Franche-Comté ou la région
Auvergne-Rhône-Alpes. Je précise que ces ports, même s'ils s'appellent ports, ce sont aussi des gares ferroviaires pour le fret. Donc ce sont des interconnexions potentiellement intéressantes. Ce sont des hubs, j'allais dire, multimodaux pour le fret, qui sont tout à fait intéressants dans le cadre des politiques à la fois françaises et européennes de report modal. L'objectif est relativement simple, mais difficile à atteindre. C'est de faire du report modal, c'est-à-dire transférer aujourd'hui des produits qui utilisent plutôt le camion pour utiliser plutôt le fleuve et le fer. Alors, pour ce qui est du fleuve, le fleuve a aujourd'hui de très grandes capacités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait mettre quasiment sur la Saône 10 fois plus de marchandises. On est loin de la saturation. On est très loin de la saturation. Donc nous, tout l'enjeu, c'est vraiment d'utiliser le mieux possible les ports et de les moderniser. On a vu notamment à travers la crise du Covid que les ports apportaient une vraie résilience au territoire, notamment dans les sujets de logistique. On a tous vu que c'était des sujets compliqués. Et en Bourgogne-Franche-Comté, par exemple, c'était qu'un exemple, les ports fluviaux sont des outils fondamentaux, par exemple, pour l'agriculture, pour l'export de céréales, par exemple. Quand on remonte un petit peu plus sur le Morvan, on est plutôt sur le bois. Et puis si on descend sur des secteurs plus urbains, comme à Lyon par exemple, aujourd'hui on a de nouveaux modes de transport qui se développent pour desservir le corps des villes. On appelle ça la logistique urbaine. En fait, on réinvente ce qu'on faisait, j'allais dire, de tout temps à Lyon, c'est transporter des matériaux et aujourd'hui des colis du port de Lyon-Ardouarario, qui est situé sur le Rhône pour le coup, au sein vraiment du cœur urbain de Lyon. Et peut-être du bateau-bus un jour, éventuellement. Exactement, c'est un sujet que les collectivités travaillent en lien avec VNF notamment. Sur le sujet du tourisme, donc on est plus sur un sujet, j'allais dire, de trouver des produits touristiques qui correspondent à chacun des territoires. Alors madame l'a évoqué, par exemple à travers la Petite Saône, on a un réseau de ports généralement géré par les collectivités locales dans le cadre de contrats avec VNF. Et effectivement, on constate qu'il y a une vraie demande pour ce tourisme de proximité. C'est des sujets dont on entend beaucoup parler, ce besoin de proximité qui notamment a été vraiment marqué avec la crise du Covid. C'est pas le seul sujet. On peut évoquer effectivement la croisière de paquebots fluviaux. Pour avoir un ordre d'idée, peut-être avoir en tête que sur la Saône, c'est environ 55 millions d'euros de retombées économiques par an. Donc c'est pas complètement neutre pour les territoires. Et surtout, on a des projets adaptés à chacun des territoires, des plus ruraux aux plus urbains. Alors, en termes d'aménagement, du coup, si on voulait parler d'aménagement, d'investissement, moi, je parlerais plutôt de modernisation. Nous, notre gros travail aujourd'hui, c'est notamment de moderniser la flotte, les appontements, les ports. Si je prends le cas de la filière des paquebots fluviaux, aujourd'hui, on est en train de passer des contrats avec des entreprises concessionnaires qui vont implanter très prochainement des bornes électriques pour le raccordement des paquebots et des péniches hôtels sur tout le long de la Saône, de Lyon jusqu'à Saint-Jean-de-Laude. Donc ça, c'est une problématique très forte, qui est une problématique environnementale. Et aujourd'hui, il faut le dire, un paquebot arrêté la nuit dans une ville, il marche au fioul. Pour son électricité notamment. Et en 2023, sur l'axe Rhône-Saône, on aura tous les équipements nécessaires pour qu'ils puissent se brancher. Donc évidemment, c'est moins de dégagement de CO2 et c'est aussi moins de nuisances sonores, notamment vis-à-vis des riverains compte tenu des groupes électrogènes. Y compris pour les passagers, voilà. D'ailleurs. Et y compris pour les passagers, exactement, vous faites bien de le souligner, c'est un facteur d'attractivité aussi. C'est-à-dire que les clientèles aujourd'hui n'ont plus envie, d'utiliser des bateaux qui soient de moins de qualité ou de s'arrêter dans des ports qui ne soient pas suffisamment bien gérés. Voire d'entendre le ronronnement du générateur. Et là, typiquement pour les ports, c'est un travail vraiment qu'on monte en partenariat avec les collectivités, alors à travers des cofinancements, mais surtout avec des politiques publiques partagées. Et je citerai notamment les logiques de contrats de canaux, qui sont bien connus en région Bourgogne-Franche-Comté, qui visent à mettre autour des contrats tant des collectivités locales, tant VNF, tant des acteurs économiques pour dire qu'est-ce qu'on fait ensemble et notamment qu'est-ce qu'on propose comme destination.
On sent bien, par exemple, la petite saune a une certaine couleur pour l'usager, pour le client. Et la grande saune n'aura peut-être pas forcément la même. Et donc, c'est ce type de réflexion qui nous intéresse. Et juste pour finir en quelques mots, il y a aussi tout le sujet de la motorisation électrique des bateaux de plaisance. Et notre objectif, notamment, c'est de travailler un petit peu comme on le fait pour les véhicules privés, automobiles. C'est d'arriver à mettre en place la conversion. Des bornes de recharge, etc., pour ce type d'usage. Merci pour toutes ces perspectives. Je reviendrai peut-être vers vous sur d'autres sujets. On parlera d'agriculture de nouveau, comme nous l'avons fait aujourd'hui à plusieurs reprises, dans un instant avec vous, Monsieur Dananché. Mais si vous le permettez, on va refaire un petit tour côté pêche, puisque nous avons évoqué la pêche professionnelle. Quelques mots de la part de Monsieur Pichet, qui est administrateur et président d'une association pour la pêche et la protection des milieux aquatiques en Saône-et-Loire. En quoi les pêcheurs étant très proches de la rivière et concernés par tous ces usages et tous ces enjeux, ou presque, la biodiversité, le tourisme dont nous venons de parler, la navigation qui vous concerne également, la qualité de l'eau dont nous avons parlé ce matin, en quoi, et en fonction de l'évolution de ces usages, la pratique de la pêche évolue-t-elle également? Quelles évolutions prend-elle? Alors, merci de m'avoir invité à cette table ronde. Je représente ici la Fédération de pêche de Saône-et-Loire. J'ai regretté tout à l'heure, on a parlé des usagers des voies bleues, on n'a pas parlé des pêcheurs. Alors, je suis au regret de vous dire qu'aujourd'hui, les pêcheurs aux lignes sont locataires du droit de pêche aux lignes de la Saône. Je ne pense pas que ce soit un oubli, c'est justement parce que vous êtes là que vous pouvez en parler. Voilà. Donc, ce sont les primo-accédants aux berges de la Saône. Et malgré les équipements qui ont été faits par les voies bleues, si ça a facilité les accès au bord de la rivière, ça a parfois compliqué les usages. Donc on voit actuellement les milieux se refermer par des barrières, ce qui nous gêne beaucoup, notamment pour accéder à nos équipements que nous avons financés, tels que sont les pontons, les rampes de mise à l'eau, les postes PMR, ça nous inquiète beaucoup. Donc, on sait que ENF est en train de rétrocéder son domaine, le domaine à certains endroits aux communes, et en fonction des usages, on freine les accès. Donc, bon, vous savez très bien que la pêche maintenant se pratique à pied, mais elle se pratique aussi en poste fixe, tels que nos carpistes sont là et ont un certain nombre d'équipements à amener sur les berges, donc il faut qu'ils puissent continuer à accepter, et à mon avis, c'est leur droit. Voilà. Alors, ce que je voudrais dire exactement en termes de développement aussi au niveau de la navigation, donc si la navigation légère par des bateaux ne pose pas du tout de problème, on voit, nous notamment, nous pêcheurs qui sommes toujours au bord de l'eau, le dégât que peuvent créer ces gros bateaux à fort de tirant d'eau sur l'érosion des berges. Donc on a même des secteurs où les pêcheurs du bord ne peuvent plus accéder parce que l'érosion est telle qu'on a des pans entiers de terrain qui partent dans la Saône. Donc je pense que là il y a un sujet de développement à voir, de carénage de ces bateaux ou de la grosseur de ces bateaux, parce que je pense pour habiter près d'une écluse que les personnes qui sont présentes sur ces bateaux sont pas très nombreuses. Je pense que le bateau hôtel est surdimensionné, surtout sur nos secteurs. Voilà nos constats. Donc, on souhaite avoir des relations avec les collectivités locales pour que nous, pêcheurs, nous puissions continuer à avoir nos accès. Je pense que vous aurez été entendu, et c'est l'un des objectifs de cette journée, justement, que de mettre l'ensemble des acteurs concernés autour de la table. Je pense que ces messages sont passés à cette occasion. Je vais quand même juste demander par principe à M. Charte de bien vouloir peut-être réagir sur un point ou deux par rapport à ce qui vient d'être évoqué, sachant qu'il y a
a effectivement des préoccupations de la part de certains acteurs comme les pêcheurs, pour reprendre la citation et l'intervention de M. Pichet. Deux mots là-dessus, puisque l'objectif n'est pas d'aller au bout du débat sur cette seule question, et puis de débattre entre vous aujourd'hui, mais d'aborder, même de survoler malheureusement aujourd'hui, compte tenu du temps qui nous est imparti, les différentes problématiques pour qu'on puisse y revenir demain et vous remettre autour de la table autant que faire se peut. Alors, oui, effectivement, on évoque par exemple le sujet des vélos. Ce qu'on voit, que ce soit, j'allais dire, en milieu plutôt rural ou en site urbain, c'est qu'en fait, les bords des rivières sont des espaces à haute valeur ajoutée. C'est-à-dire que ça intéresse tout le monde, pour des aspects récréatifs, pour pour les aspects récréatifs, pour effectivement la pêche, pour la navigation, pour tout un tas de choses. Alors, le nautisme se développe, par exemple. Le vélo dont vous parlez, d'ailleurs, vous êtes également concerné, sauf erreur, les chemins de halage font partie de votre domaine d'intervention. Alors, effectivement, bien souvent, les voies vertes, les vélos se développent sur les chemins de halage. Alors, ça reste des terrains de voies navigables de France, enfin de l'État plus exactement. Par contre, ils sont mis à disposition en fait, des collectivités, par exemple des départements ou des communautés de communes, pour y établir des voies de cyclistes sur lesquelles elles ont notamment un pouvoir de police. D'accord. Comme sur n'importe quelle voirie, j'allais dire, soit départementale, soit d'une commune. Et le financement et le fonctionnement ne sont pas de votre ressort, donc non. Ils sont confiés, ils sont délégués à ceux à qui vous déléguez, aux collectivités justement. Voilà, elles en prennent l'initiative et nous, j'allais dire, on accompagne complètement ces usages, puisqu'il nous semble important effectivement de pouvoir partager l'usage. Alors ça nous pose même parfois des difficultés à nous aussi, de conflits d'usage, parce que nos équipes sont plutôt habituées au départ à travailler, j'allais dire, un peu seuls sur leur navigation et peut-être appréhendent les chemins de halage comme, j'allais dire, leur précaré. Et en fait, non. Beaucoup de personnes le revendiquent, à juste titre, je dirais, puisque le cours d'eau, c'est quand même un bien commun. Donc c'est vrai qu'on a cette question de gestion des conflits d'usage qui est assez forte. Puis le deuxième point, très rapidement, c'est que nous, ça nous intéresse beaucoup quand même aussi de travailler avec les problématiques cyclistes aussi, puisque j'allais dire le tourisme fluvial et le vélo se complètent assez bien. Voilà. Et pour revenir sur les bateaux, effectivement, il y a un vrai sujet d'arriver à bien travailler aussi avec les compagnies pour que les vitesses soient bien respectées. Donc là, on a un certain nombre de réunions assez récurrentes sur ces sujets-là avec les services des polices. Vous savez qu'il y a les brigades fluviales notamment qui nous aident à traiter ces sujets sur lesquels, bien sûr, on n'arrive pas à avoir satisfaction totale. C'est un peu le propre des conflits d'usage. Voilà. Oui, alors, sans rentrer dans tous les détails, mais j'imagine que les opérateurs qui font du tourisme fluvial, ils ont des horaires, ils ont un parcours, ils ont un cheminement à faire, ils ont un temps donné entre deux étapes et évidemment c'est basé sur une vitesse initiale qui n'est pas forcément compatible avec les pêcheurs par exemple. Alors ils ont parfois aussi avec la qualité des berges. Ils ont parfois tout simplement aussi des pilotes qui sont aussi des humains et qui parfois vont trop vite, ça peut arriver. Et puis il y a aussi des réglementations à respecter. Il y a des zones par exemple où ils doivent ralentir pour toute une série de raisons. Donc il faut que les choses se passent bien. Un petit peu comme sur la route, j'allais dire. Oui, je vous en prie, Monsieur Pichet. Je pense que ça vient parce que tous les gros bateaux ne font pas de grosses vagues. On a certains bateaux qui, je pense, qu'on les tire en dos ou une conception qui font que ils font plus de vagues que les autres. Ils ont plus de. Voilà, je pense. Voilà. Merci pour ce message technique, mais complémentaire et intéressant. Alors, comme promis, nous revenons à l'agriculture avec Hugo Dananché, membre de la Chambre d'agriculture de l'Ain et lui-même éleveur de bovins dans ce département. On a beaucoup parlé d'agriculture aujourd'hui, comme je le disais en introduction, à plusieurs reprises, tant pour ce qui concerne la quantité d'eau, la qualité de l'eau évidemment, et puis les ressources naturelles et patrimoniales. En quoi le territoire, selon vous, le territoire du Val-de-Saône est-il un atout pour votre métier? Parce qu'au-delà des conflits comme ça qui peuvent apparaître justement, ou ce en quoi vous pouvez être désigné comme étant à l'origine de certaines problématiques, en quoi, inversement, le Val-de-Saône pourrait-il être un atout pour le métier que vous représentez?
Tout d'abord, merci de m'avoir invité à cette table ronde. Les prairies du Val-de-Saône ont plusieurs atouts. Elles ont un atout de par leur fertilité déjà, qui est reconnu, et un atout d'espace, parce que c'est des surfaces qui sont relativement vierges d'habitation, où on arrive à faire notre métier sans problème, et puis plutôt bien, et qui apportent justement de la qualité. Et elles contribuent à maintenir des espaces ouverts aussi, bien des sûr. paysages ouverts, comme ça n'est plus le cas dans certains milieux. Alors, on dit souvent qu'on parle beaucoup de prairies naturelles. J'aime à dire aussi que les prairies du Val-de-Saône, elles sont un milieu malgré tout artificiel, puisqu'elles elles ont été ouvertes par l'agriculture et elles sont entretenues par l'agriculture, notamment par les fauches et le pâturage qui ensuite favorise aussi à cette biodiversité, à cette diversité d'espèces. Et l'agriculture est incontournable aujourd'hui pour la bonne santé du fleuve Saône, notamment grâce à son aspect filtration des eaux et l'élevage qui est un vrai atout pour ces pâturages et pour ces espaces. Alors par contre, ce n'est pas pour vous contredire, loin de là, mais effectivement, depuis ce matin, nous avons entendu toute cette contradiction entre le rôle, la place, le rôle positif de l'agriculture dans le Val-de-Saône, et puis en même temps le constat que nous faisons, pour des raisons structurelles ou conjoncturelles, d'une déprise de l'élevage qui a l'air croissante, alors pour des raisons souvent économiques, comme ça a été rappelé. Comment envisagez-vous les choses, et vous qui représentez les jeunes agriculteurs qui avaient, j'imagine, des ambitions, des intentions de rester sur votre territoire, comment est-ce qu'on freine cette éventuelle déprise de l'élevage, et comment est-ce qu'on maintient cet équilibre précaire entre la présence de cette agriculture prairiale et avec tous les bénéfices qu'on peut en attendre, sans tomber dans l'excès d'une part, et sans aller jusqu'à la déprise définitive comme ça peut se constater dans certains territoires? Donc la déprise, on l'aperçoit et on la voit sur certains secteurs. Il faut justement, pour garder des éleveurs, il faut qu'on ait une rentabilité d'exploitation qui soit là, et il faut qu'on ait des circuits qui nous permettent de valoriser nos produits et que nos agriculteurs vivent dignement de leur métier. C'est la première chose à faire pour pouvoir maintenir des agriculteurs sur le territoire. Est-ce que vous-même, par exemple, vous êtes dans ce cas-là, pour illustrer ça? Est-ce que vous-même vous pratiquez les circuits de proximité? Est-ce que vous êtes inscrit dans des filières plutôt rémunératrices qui vous permettent de maintenir cette activité? On a su s'adapter, notamment il y a eu l'élevage laitier, il y a eu l'élevage bovin-viande. On voit sur d'autres secteurs où on est confronté à du labour. Enfin, voilà, c'est une agriculture aussi. L'agriculture saura s'adapter. Mais par contre, on saura s'adapter, mais il faut de par les circuits courts, de par exemple des labels ou les concours, par exemple Prairie Fleurie, que la Chambre d'agriculture de l'Ain essaye de mettre en avant tous les ans pour aller chercher des jeunes et permettre à motiver nos éleveurs à rester et à entretenir ces surfaces pour les garder comme on les connaît, corridor écologique par exemple aussi. Merci Monsieur Dananché. Monsieur Perrin, je reviens vers vous pour compléter ce qui vient d'être dit chez vos collègues pêcheurs amateurs. Est-ce que vous avez, et je vous laisserai enlever votre masque pour qu'on puisse bien vous entendre, est-ce que vous voyez venir des contraintes particulières pour votre métier? Est-ce que vous êtes contraint à de nouvelles réglementations ou des choses qui pourraient compliquer votre activité? Après, c'est sûr qu'au niveau de l'étiage en été, si on venait vraiment avoir des sécheresses davantage, ça pourrait être un peu dramatique pour notre profession, parce qu'on est en première ligne par rapport à la population piscicole. À l'heure actuelle, elle est quand même relativement bonne. Pas forcément la même qu'on avait avant, mais elle est plus variée. Moi, je vous laisse reprendre le fil, prenez votre temps, il n'y a pas de problème. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, on peut insister sur ce point en particulier. Vous parlez des problèmes des périodes d'étiage. Donc c'est aussi, une information récurrente qui est venue tout au long de cette journée, à savoir la modification des rythmes, la modification des flux, la modification des régimes du cours d'eau de la Saône, avec notamment les périodes d'étiage qui nous ont été décrites ce matin par un scientifique comme de plus en plus fréquentes, de plus en plus longues et avec des hauteurs d'eau de plus en plus basses. Donc j'imagine que vous êtes le premier témoin. Tout à fait, oui. Et donc ça se traduit par quoi pour vous? Est-ce que vous anticipez ça, ou comment vous allez contourner comment vous allez vous adapter à cette situation qui semble pérenne? On va dire qu'on va essayer de s'adapter. Après, au niveau de la profession, on a quand même, on va dire qu'on a à partir des années 70,
on a quand même eu du mal à s'adapter déjà au fait que le poisson de mer est arrivé en fait à la porte de chez tout le monde avec la grande distribution. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, en fait, on a eu des pêcheries qui ont été en diminution, bien sûr. Et dans les années 2012 où on a réussi à repartir un petit peu dans l'autre sens. Donc on va dire que ce qui reste important, ça, c'est de valoriser l'ensemble des espèces. Donc en fait je fais les marchés. Sur un marché, on va dire qu'il y a une personne sur 10 qui ne connaît pas la brème. En sachant que c'est un poisson le plus présent sur le milieu, il y a quand même un souci à ce niveau-là, je veux dire une méconnaissance des poissons qu'on peut manger de la Saône. Alors, puisque vous faites de la vente directe, vous êtes le meilleur ambassadeur, quelque part, pour faire de la pédagogie ou de l'information, non ? Exactement. On va dire que maintenant, cette année, j'ai vendu l'ensemble des brèmes que j'ai pêchées. Ah, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose, voilà. Donc, c'est de la valeur ajoutée. Il faut qu'on arrive à partir sur l'ensemble des espèces pour pouvoir pénériser moins que le métier dur. Voilà. Merci monsieur Perrin. Je reviens vers vous, monsieur Roussel, pour nous dire quelques mots sur des spécificités de la zone amont que vous représentez aujourd'hui. Alors on est dans une configuration, comme je le disais, qui est très différente. On est dans un secteur beaucoup plus vallonné, beaucoup plus forestier. Vous avez des contraintes. Vous avez cité tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que la Saône parfois était sèche depuis sa source. Alors heureusement qu'elle dispose de nombreux affluents, mais comme nous le savons, avec des cas similaires. On a vu les sources du Doubs il y a 2 ou 3 ans, je ne me rappelle plus quelle année exactement, qui était dans un état complètement inhabituel et qui a surpris tout le monde. Voilà, quelles sont les contraintes particulières auxquelles vous allez devoir vous adapter à l'avenir à travers différentes activités que vous avez citées tout à l'heure, même si effectivement elles n'ont pas forcément les mêmes impacts, où vous avez des possibilités de vous adapter, mais peut-être ont-elles quand même justement un impact ou des effets à venir. Oui, effectivement. Si on parle par exemple de l'étiage, l'étiage sur la Saône à sa source et sur les affluents de la source peut être très très important. Je vous parlais de la source de la Saône qui ne coule plus, mais dans beaucoup de secteurs de notre territoire, la Saône en plein été au mois d'août, c'est quasi plus d'eau. Donc les pêcheurs, on a aussi des sociétés de pêche. On essaie de rétablir des frayères en les aidant au niveau de la collectivité à rétablir des frayères parce qu'on en avait autrefois, mais elles ne sont plus la plupart du temps alimentées vu la baisse de niveau. Et ça fait partie des atouts du territoire. On a des gens qui viennent faire du tourisme vert chez nous. La pêche fait partie des activités du tourisme vert. La rivière est pour tout visiteur d'un secteur rural préservé, la rivière, elle doit avoir de l'eau. Et aujourd'hui, on a des endroits où on n'a plus d'eau. Alors, vous évoquiez l'agriculture tout à l'heure. Moi, je suis d'une famille d'agriculteurs. Effectivement, la vallée, c'était des prairies. La vallée, c'était des pâturages. C'est parfois en train de se transformer, suite à des drainages, en des champs de maïs, et qui font que ça ne contribue pas au fait que la rivière conserve son eau. Donc ça, c'est alors, je comprends totalement, je les fréquente tous les jours, je suis élu depuis une 20aine d'années de ce territoire, dont les agriculteurs, je les rencontre très régulièrement. Et les circonstances économiques font qu'ils sont obligés de s'adapter. Mais à nous, tous ensemble, on se retrouve dans des endroits comme celui-là, où on se retrouve département, région, État, collectivité de base, pour essayer de voir quelles sont les solutions. Maintenir les milieux humides, trouver des solutions pour que les pratiques agricoles soient adaptées au territoire, ça me semble être important. De la même façon qu'on parlait tout à l'heure de l'espace forestier, le respect de l'espace forestier. Les exploitations sont parfois pas respectueuses du milieu naturel. L'exploitation forestière. Quand vous mettez des engins gigantesques dans des petites parcelles forestières,
Bon, surtout, on a encore un peu de résineux dans nos secteurs. Le résineux est très très endommagé actuellement. Hein. Souvent, c'est une abatteuse qui arrive dans ces parcelles. Souvent, la batteuse traverse les ruisseaux, voire la Saône, sans prendre garde plus que ça au milieu. Donc pour nous, c'est de vraies difficultés. Et si on veut garder cet aspect magnifique, très vert, très environnemental de notre secteur, on a besoin que de telles pratiques ne perdurent pas. Merci Monsieur Roussel pour ces précisions. Madame Coron-Peintre, vous savez, tout à l'heure, nous allons nous diriger vers le chat, comme pour les tables rondes précédentes, et nous tourner vers nos participantes et nos participants qui vous écoutent, qui vous regardent depuis tout à l'heure et qui ont peut-être des questions à votre attention. Je vous laisse revenir sur votre sujet du tourisme que vous connaissez bien. Je rappelle que vous êtes directrice de Côte d'Or Tourisme. J'ai cité tout à l'heure sur un cri du cœur la belle ville de Dijon, mais évidemment, vous l'avez compris, c'était sans exclusivité pour les autres villes qui sont toutes aussi jolies le long de la Saône. Hein. Je ne voudrais pas toutes les citer, mais vous avez cité Villefranche tout à l'heure, on peut citer Châlons, où nous nous trouvons évidemment, Mâcon, Tournu et j'en passe. Et on peut remonter comme ça jusqu'à l'amont. Vous connaissez mieux que moi toutes les richesses patrimoniales qui peuvent être aussi attractives les unes que les autres en matière de tourisme. Restons sur ce secteur encore quelques instants, si vous le voulez bien, pour nous dire, encore une fois, pour peut-être aller plus avant sur les atouts et la manière de les concilier avec les autres usages, puisque vous l'avez entendu, vous l'avez compris, partout où il y a interface, vous parliez des lisières tout à l'heure, de tout ce qui se passe, c'était Monsieur Nottegem qui parlait en matière de naturalisme, s'intéressait aussi à tout ce qui se passait à la lisière de deux choses, comme l'agriculture et la forêt par exemple. Ben, vous êtes à la lisière, vous, avec le tourisme, de beaucoup d'activités finalement. Absolument. C'est ce que je disais, c'est qu'on est dans un secteur très transversal et j'ai certes pas cité la pêche tout à l'heure parce que vous êtes autour de cette table ronde, mais non plus que les randonneurs par exemple, ou effectivement un certain nombre d'autres activités qui touchent de près ou de loin le tourisme. Et un des enjeux forts du développement touristique sur la Saône, mais ailleurs aussi, c'est d'être dans un tourisme soutenable et durable, mais pas, ce ne sont pas que des termes qui renvoient à l'environnement. On est bien dans un triptyque qui touche aux retombées économiques, à l'environnement et aux habitants et aux gens qui travaillent, et aux gens qui pratiquent les loisirs également. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'arriver à travers toutes ces activités à trouver un équilibre entre chacune d'entre elles de manière à ce que le territoire puisse être à la fois préservé mais également découvert. Alors, et en Côte d'Or, en tout cas, c'est l'enjeu du manifeste pour un tourisme durable que nos élus ont adopté en juin 2020. Et en tout cas, on essaye de tendre vers ça. Et on travaille beaucoup sur alors je dirais pas les conflits d'usage, mais en tout cas la bonne harmonie entre les différents usagers, parce que ce qu'on a évoqué avec les paquebots, avec les pêcheurs, avec les vélos, on le trouve ailleurs sur d'autres territoires avec d'autres types de publics. Et tout l'enjeu du tourisme, c'est d'avoir justement la meilleure conjonction entre toutes ces dimensions. Mais justement, je me demandais en vous écoutant, sans vous attribuer de trop lourdes responsabilités, si justement l'activité touristique n'avait pas une certaine légitimité à rassembler un petit peu tout le monde autour de la table. Parce que je pensais même au tourisme rural, les gîtes ruraux, l'hébergement, etc. Enfin, vous êtes en interface avec tellement de monde finalement quand on y pense. Le tourisme fluvial, en fait, tout ce qui va aussi longer les cours d'eau, tout ce qui va concerner la pêche, encore une fois, nous y revenons, tout ce qui a été cité dans l'introduction par Cédric tout à l'heure, en introduction de ce sujet. Je me demandais si le tourisme n'était pas le bon client, si je puis dire, pour inviter tout le monde autour de la table et se mettre d'accord sur certaines bonnes pratiques. Oui, alors pour ce qui nous concerne quand même véritablement, c'est vrai que vous évoquez les hébergements, la restauration, on n'a pas parlé de la culture, du patrimoine, des savoir-faire, des événements également. Et c'est vrai que le tourisme est à la conjonction de toutes ces dimensions. À la fois, il a un rôle rassembleur, parfois il peut être un petit peu plus clivant. En tout cas, autour de la Saône, je pense qu'il y a un vrai enjeu de développement touristique, mais pas que, et qui justement permet d'allier, vous avez évoqué les circuits courts, les producteurs, le maraîchage. Effectivement, on est à la croisée de tout ça. Pour nos visiteurs, qu'ils soient
touristes, mais pas que, les excursionnistes qui viennent à la journée et les habitants qui reçoivent de la famille et des amis. C'est bien pour ça que c'est un enjeu territorial important. Me semble-t-il. Eh bien, Monsieur Dananché, j'allais vous poser la même question. Même l'agriculture, je me disais, peut-être a un rôle contributeur dans l'image de marque d'un territoire comme le Val-de-Saône, par exemple. Et en quoi l'agriculture pourrait contribuer? Est-ce que vous seriez d'accord, justement, pour considérer que le tourisme peut être une bonne porte d'entrée pour faire discuter les uns et les autres autour du sujet? Oui, totalement, puisque pardon, on le voit avec le développement des circuits courts et le maraîchage qu'on peut faire dans le Val-de-Saône, la production de viande avec l'élevage allaitant, de lait également. On a aussi sur le secteur la brique de lait, c'est qui le patron, qui met en lumière aussi tous nos producteurs du Val-de-Saône. C'est pour nous, on est vecteur d'aliments de qualité, on est vecteur d'alimentation, de paysage et vraiment d'aliments de très très bonne qualité dans le Val-de-Saône. Alors vous avez aussi dans vos structures le réseau Bienvenue à la ferme, par exemple, qui accueille aussi un certain nombre de visiteurs. Alors c'est un autre tourisme, c'est un tourisme itinérant, il y a les camping-cars également, etc. Enfin, il y a plein d'acteurs émergents, je dirais, qui sont de plus en plus nombreux. Je crois que le camping-car, juste pour information, j'ai vu qu'il avait une croissance à 2 chiffres depuis le premier confinement, 2 ans de suite. Donc on peut s'attendre à les voir circuler encore plus nombreux à l'avenir. Et pourtant, par exemple, ils vont dans des réseaux comme France Passion, par exemple, si vous connaissez, qui est un réseau d'agriculteurs qui accueille les camping-cars à la ferme. Voilà, ce sont autant de vecteurs peut-être de développement aussi potentiellement qui associeront l'agriculture finalement. Et l'agriculture prend aussi ce virage-là. On voit, comme on l'a dit, que les circuits courts avec les néo-ruraux qui viennent aussi s'installer dans nos campagnes, qui créent aussi une agriculture et qui est aussi très vecteur de tourisme, de rencontres. Et je pense que même les habitants du Val-de-Saône se sont rendus compte que autour de chez eux, notamment pendant le confinement, il y avait des agriculteurs, il y avait des producteurs, et on est dans cette démarche et pour l'avenir, on va essayer d'être encore plus, d'être encore plus attentif aux attentes de nos consommateurs. Merci beaucoup. Même question à vous, Monsieur Pichet. Est-ce que vous pensez effectivement légitime de vous asseoir à une table qui serait par exemple organisée autour du tourisme? Encore une fois, je ne veux pas en faire une fixation, mais il me semble dans nos discussions que ça pourrait être une belle porte d'entrée, comme je le disais tout à l'heure. Aucun problème. Nous, on a déjà l'habitude d'avoir ce genre de relations, puisque aujourd'hui, plus de 30 nations de pêcheurs viennent pratiquer sur la Saône. C'était recensé par vos services. Par nos services. Donc, pour la Saône-et-Loire, pour pas la citer, on a recensé 4000 pêcheurs étrangers. Donc, on les a bien, ces pêcheurs-là. Ils viennent sur les bords de Saône, ils consomment. Donc, l'impact est important et on serait prêt à discuter, je veux dire, avec tous les acteurs pour pouvoir trouver une solution pour maintenir nos accès et maintenir la rivière aussi en bon état, parce que bien sûr. On voit, je veux dire, ce que je citais tout à l'heure, nos berges, elles n'ont pas été entretenues pendant des années, nos perrets sont en train de se casser la figure. Il y a un investissement fort à faire au niveau des rives de Saône. Et avec ça, bien sûr, la création des frayères pour développer la présence du brochet, qui est l'espèce endémique du milieu. C'est important. Donc, on commence, on s'associe. Alors maintenant, ça peut être, c'est des frayères, mais maintenant, vu que la Saône monte et descend d'une rapidité, on peut plus gérer la fraie du brochet comme avant. Il faut qu'on ait des frayères gérées au niveau du maintien en eau. C'est plus la même technique qu'on utilisait avant, où le brochet est frayé dans les prairies inondées. Ça n'existe plus, puisque maintenant, on n'a pas qu'un jour d'inondation, maintenant, de suite, quoi. Voilà. Merci, Monsieur Pichet. En tout cas, on a bien compris, et vous venez de le redire, toutes ces relations et toutes ces discussions doivent se faire dans un esprit donnant-donnant, dans l'intérêt général, l'intérêt collectif,
en faveur de la Saône que nous sommes en train d'évoquer aujourd'hui, bien sûr. Dans un instant, je vais me tourner vers notre quatrième et dernier modérateur de la journée, et c'est Cédric Borget de nouveau qui mettra cette casquette de modérateur en tant que directeur de PTB Saône et Doubs, et qui nous fera part de quelques questions éventuelles qui ont pu être posées sur le chat par nos participantes et participants qui nous observent, qui nous écoutent et qui nous regardent, j'espère, avec beaucoup d'intérêt, mais non sans être revenu une dernière fois vers Monsieur Perrin de nouveau, parce que forcément vous nous avez mis un petit peu l'eau à la bouche, hein. On parle gastronomie aussi, forcément, on n'a pas encore évoqué la gastronomie, mais il manquait plus que ça à notre inventaire pour parler tourisme et tout ce qui peut être en rapport avec le tourisme ou qui a un caractère d'attractivité du territoire. Je me demandais si on peut encore faire une bonne pochouse quelque part en Saône. On va dire que pour faire une bonne pochouse, si on veut que des produits de la Saône, il faudra s'adapter, encore une fois. Parce que faire évoluer la recette. Faire évoluer la recette. Parce que l'anguille, déjà, elle ne remonte plus, comme on l'a dit, on l'a entendu sur les autres tables rondes avant. Le brochet, si tout le monde veut manger de la pochouse, c'est pas possible. Il n'y en a pas assez, donc il n'y a pas d'intérêt à le cibler. Donc je pense qu'il faudrait plutôt faire une pochouse avec... À la brème La brème, ça sera compliqué. Peut-être pas la plus adaptée. Pas la plus adaptée, mais on peut très bien la faire avec de la carpe, du silure, du cendre. Et puis... ça ira très bien. Moi, je sais que j'en vends une sur les marchés de temps en temps. Et elle convient, oui, que je fais moi-même et qui convient très bien. Je suis très heureux que vous ayez pu profiter de cette tribune pour faire valoir tous vos savoir-faire. On vous retrouve au marché régulièrement aussi. J'imagine, vous êtes dans quel secteur? C'est le marché d'Ameny. Très bien, voilà qui est fait. Ça, c'était la page de publicité, juste avant de passer à la consultation du public avec Cédric Borget, donc en tant que modérateur, pour nous faire part de quelques questions posées par nos participantes et participants en ligne. Tout à fait. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les débats ont été un petit peu enflammés sur le chat. Quand il est question d'usage, vous avez parlé vous-même de conflits d'usage. Je cite quelques thèmes qui ont été abordés. Récemment, on a parlé de la populiculture, la question de la consommation des poissons pêchés en Saône compte tenu de la pollution de la rivière. Mais le sujet qui est revenu avant tout, qui a occupé beaucoup les remarques sur le chat, ce sont sur... la possibilité générale de concilier tourisme et protection de l'environnement, la navigation de fret et la biodiversité. Et je retire de ces grands débats quelques questions un petit peu plus précises. Quel est par exemple l'avenir de la pêche de loisirs dans le contexte de restrictions d'accès aux berges, puisqu'actuellement de nombreux pêcheurs qui ne se sont pas gênés d'alimenter copieusement le chat constatent des restrictions d'accès qui les empêchent d'exercer leurs loisirs dans de bonnes conditions. Monsieur Pichet, vous avez des ambassadeurs qui savent se faire entendre, semble-t-il, et qui ont bien contribué. Alors, on va répondre à cette question. On revient à une question finalement posée par Monsieur Pichet. Je ne sais pas qui veut réagir à cela. Vous voulez peut-être commenter? Je rajoute une chose. C'est vrai que c'est le sujet à traiter parce qu'on a des remontées au niveau de la fédération, puisque nos pêcheurs, ils ne sont pas inactifs, ils font savoir leurs difficultés. Et nous, on essaye au niveau de la fédération de répondre à leurs questions. Donc après, avec les services de l'État, avec les collectivités, on essaye d'avoir des contacts et puis de voir ce qui se passe. Bien souvent, on ne nous consulte pas avant de mettre en place des interdictions. C'est vrai qu'on s'aperçoit quand même que les milieux se ferment pour nos pêcheurs. Voilà. C'est un constat et voilà, vous avez la réponse au niveau des blogueurs. Il me semble que vous avez déjà l'ordre du jour d'une prochaine réunion à organiser avec d'autres personnes présentes autour de cette table ou d'autres acteurs issus des mêmes domaines. Cédric, je me retourne vers vous pour une autre question. Avec la navigation et le tourisme, mais aussi le transport de fret, beaucoup d'internautes ont souligné les effets du bâtillage sur l'état des berges et les manières de prévenir cet effet. Donc, nous avons pu évoquer déjà dans cette journée quelques études sur la protection des platis ou des clayonnages, mais c'est un sujet qui a priori est revenu assez régulièrement. Donc, effet du bâtillage, mais aussi impact des paquebots fluviaux de manière générale.
Alors, je vais me tourner évidemment vers Monsieur Chartres, qui nous disait tout à l'heure que la Saône était très sous-exploitée en matière de navigation. Mais alors, qu'est-ce que ce sera si on va plus loin et si on développe cette activité ? Aujourd'hui, sur la Saône, c'est à peu près, dans les meilleurs jours, 5 bateaux par jour de fret sur la Saône, à peu près. Il faut ajouter effectivement les paquebots, c'est à peu près le double de trafic aussi par jour. Donc on va dire une quinzaine de gros bateaux, de gros tonnage. Si on a 15 gros bateaux par jour, c'est déjà... Et pourtant, nous constatons déjà un certain nombre de dégâts. Donc il y a effectivement il y a des difficultés par rapport à ça. Je pense que la voie, c'est aussi peut-être qu'on se fasse se rapprocher beaucoup plus les professionnels, c'est-à-dire les transporteurs eux-mêmes et les compagnies de paquebots, peut-être pour qu'elles prennent plus en compte aussi ces problématiques, où elles sont peut-être dans une approche où aujourd'hui ils construisent des bateaux qui ne prennent pas en compte ce sujet. Vous parliez par exemple de la forme de la coque. Pourquoi pas ? Peut-être des choses qu'il faut travailler avec eux. Vous n'allez pas remplacer toute la flotte du jour au lendemain, alors, ça j'imagine. On ne va pas remplacer la flotte du jour au lendemain, ça c'est certain, mais c'est des choses quand même on a plein de sujets sur lesquels on doit évoluer. Ça s'anticipe aussi. Je pense par exemple à la motorisation. Donc c'est un sujet de long terme, mais pourquoi pas ces sujets de coque, c'est des choses sur lesquelles il faudrait, je pense, qu'il y ait plus d'échanges. Et aujourd'hui, il y en a probablement effectivement insuffisant. Alors peut-être à nous de les organiser peut-être un peu plus avec les professionnels, et puis aussi d'identifier les secteurs en jeu. Il y a aussi des questions de balisage, tout simplement, respecter le code de la route de la voie navigable pour savoir ralentir au bon endroit, etc., etc. Donc effectivement, alors avant d'arriver aux extrêmes que nous avons pu constater, par exemple à Venise, où là les paquebots ils sont définitivement non grata. Avant d'en arriver là, il faut anticiper donc et faire de l'information là aussi, de la pédagogie et rencontrer les acteurs concernés, j'imagine. C'est ça, même si c'est pas la même dimension évidemment de bateaux, mais il y a des sujets, il faut pas les effets sont comparables. Il faut pas les négliger et il faut les prendre en compte. C'est vrai qu'aujourd'hui on s'est plutôt attaché sur la question des pollutions de l'air, mais je crois que demain il faut aussi travailler ces sujets de biodiversité qui sont peut-être aussi moins immédiatement palpables par tout à chacun. Monsieur Pichet ? Et surtout qu'il y a un enjeu de coût, parce que les dégâts provoqués aux berges, non seulement aux berges, mais à toute la faune et la flore qui sont en bordure, sont essentiels à la vie du fleuve. Donc si on continue comme ça, on va tout perdre. Donc, et un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est le problème de sécurité. Quand vous vous trouvez au bord et que vous avez une vague de 50 cm qui arrive, c'est un tsunami pour les pêcheurs. Parlez aux pêcheurs professionnels. Même au bord, ne vous trouvez pas au bord avec votre bateau. Je vous le signale. Voilà. Monsieur Dananché ? Oui, justement, je voulais réagir aussi justement à ces paquebots qui créent des dommages aux berges. Aujourd'hui, on a un réseau de casiers et de digues qui ont été pendant longtemps un peu sous-entretenus et qui, sans ces casiers et sans ces digues, l'agriculture est vraiment en danger sur les bords de Saône. Et ces paquebots, justement, ont un impact non négligeable sur ces digues et par endroits ont vraiment fragilisé ces infrastructures. Vous allez dans le même sens, donc c'est un vrai sujet sur lequel il faudra revenir en temps et en heure. Cédric Borget, encore une question peut-être, juste avant de passer à la partie suivante qui nous intéressera ? Oui, une question qui intéresse particulièrement, je pense, aussi VNF, la question des espèces exotiques envahissantes est revenue à plusieurs reprises. On sait que VNF y est confronté, qu'il y est impliqué, mais il y a eu aussi quelques questions sur ces espèces qui se développent et qui se propagent dans le Val-de-Saône, y compris avec la navigation. Donc des espèces, alors on peut imaginer qui s'accrochent aux coques par exemple, ou des choses comme ça, ou qui arrivent par quel biais finalement ? Alors, ce sont des espèces, alors je ne pourrais pas vous dire dans le détail la problématique environnementale, mais je peux vous dire qu'effectivement les constats sont quand même assez lourds. Pour nous, c'est un sujet de préoccupation. Aujourd'hui, nous travaillons sur ce sujet. Lundi, nous avions organisé une conférence sur le sujet des algues à Dijon, puisqu'on mène des travaux de recherche, notamment pour voir comment lutter de la façon la plus pertinente, toutes les dimensions, dimension environnementale, dimension coût, etc., pour traiter ces algues. Alors effectivement, c'est une problématique très forte.
sur lesquels on travaille. Mais les solutions ne sont pas simples et ne sont peut-être pas, la première solution qu'on peut imaginer, couper, enlever. On peut faire des choses comme ça pour s'occuper de la voie navigable, mais c'est aussi des sujets qui sont beaucoup plus complexes. Et donc, on travaille sur ces sujets-là avec notamment des chercheurs, hein, tout simplement. Comme M. Changeux, qui était à la table précédente, par exemple, qui s'intéresse à ces sujets. Je n'ai pas eu l'occasion d'entendre tous les débats, mais effectivement, c'est une réalité forte. Voilà. Merci. Cédric, peut-être une dernière intervention avant de passer au sujet suivant, mais encore une ou deux questions éventuellement. Là, vous me prenez de court. Hein. Moi, j'avais essayé de résumer les longs débats. Je me souviens d'une question qui est quand même intervenue en tout début sur les effets des loisirs, de la navigation plus de loisirs à haute vitesse sur le Val-de-Saône. Et une question a été posée sur la possibilité de limiter la vitesse de ces loisirs, type offshore, etc. Alors, comme vous l'avez déjà dit tout à l'heure, il y a aussi des chauffards sur la Saône. Alors, sachez que dans nos activités, historiquement, on travaillait plutôt sur le développement du fret. Ensuite, on s'est intéressé au tourisme, parce qu'en fait, on a perçu les enjeux. Aujourd'hui, dans les activités dites touristiques, on a le nautisme. On a énormément de demandes, ça soit là aussi en ville ou dans des espaces un peu plus ruraux. À Lyon, par exemple, vous avez des gens qui font du paddle, vous avez des gens qui font effectivement avec des engins motorisés. Ça pose un certain nombre de problèmes. Et là, on est vraiment dans la régulation des usages. Pour des activités, par exemple, de type ski nautique, jet ski, normalement, vous avez des zones d'évolution qui sont délimitées par arrêté préfectoral sur lesquelles, effectivement, ces usages peuvent se développer. Pour les limiter à certains espaces moins problématiques. Mais effectivement, vous avez toujours aussi des gens qui ne respectent pas les réglementations. C'est pourquoi, d'ailleurs, depuis plusieurs années, il y a une série de brigades fluviales qui ont été mises en place. Hein. Il y en a dans le Val-de-Saône, il y en a à Lyon, pour réguler ces sujets-là. Mais j'ai envie de dire que ce sujet n'est pas qu'un sujet VNF. C'est un sujet qui nous intéresse beaucoup, mais c'est aussi un sujet un peu de la vie collective. Alors il se trouve que cette vie collective, elle est sur l'eau et pas à terre, mais on est dans des problématiques finalement qui sont assez similaires. C'est comment on régule et quel choix on fait collectivement en termes d'usage. Qui devrait concerner probablement, donc, au moins partiellement, les collectivités riveraines, par exemple. C'est complètement avec elles qu'on travaille. Hein. Ah oui, très bien. Merci beaucoup. Merci Cédric Borget pour tous ces retours, cette synthèse des questions qui nous ont été proposées par le public qui nous écoute. Merci à vous, participantes et participants, d'avoir bien voulu contribuer à la réussite de cette journée très interactive, comme vous avez pu le constater, malgré son format, ce format hybride dans lequel se trouvent nos intervenants et vous trouvez derrière votre écran. J'espère que cela vous aura été agréable, malgré les circonstances particulières dont nous nous éloignerons dans une prochaine circonstance, j'espère. Mais merci encore une fois pour votre participation sous cette forme. Et comme vous le savez, vous avez également contribué aujourd'hui à travers les deux sondages qui vous ont été proposés, sur lesquels je reviendrai dans quelques minutes. Mais je vais vous proposer, avant cela, de vous faire part dans le cadre d'une vision élargie et plus politique pour l'aménagement du Val-de-Saône à 15-20 ans, de découvrir ensemble vos réactions qui ont été exprimées à travers une enquête sur la perception du Val-de-Saône en lien avec le changement climatique qui vous a été proposée ces derniers mois. Et votre voix compte en la matière, puisque vous allez pouvoir découvrir en même temps que nous les résultats de cette enquête qui a été lancée sur le Val-de-Saône dans le cadre de cette campagne Saône, qui a été adressée à toutes les personnes qui fréquentent la Saône, les collectivités, les partenaires institutionnels, les établissements touristiques, les riverains, les pêcheurs, enfin autant d'acteurs comme celles et ceux qui ont été représentés aujourd'hui. Je remercie à cette occasion toutes ces structures qui ont bien voulu relayer cette enquête et qui ont permis de diffuser le plus largement possible cette information au plus grand nombre. Alors je vais découvrir avec vous les 6 graphiques qui vont suivre à l'écran et qui vont nous permettre de découvrir ensemble les résultats de cette enquête. Alors dans un instant, le temps pour la régie de préparer les documents, bien sûr, j'imagine,
Et le temps pour nous de remercier, pour ce qui me concerne en tout cas en tant que facilitateur de ces échanges, nos différents intervenants qui ont bien voulu s'exprimer sur cette 4e table ronde consacrée au développement et l'aménagement du Val de Saône. Merci encore à vous, et puis je vous propose de découvrir ensemble ces résultats, si vous le voulez bien, puisque c'est en droite ligne avec tout ce que nous avons échangé jusqu'à présent. Ça ne saurait tarder, j'imagine. En tout cas, c'est une infographie qui va nous être proposée dans un instant. Le temps d'afficher les images à l'écran, si tout est en ordre au niveau de la régie.